Marche au hasard, scène 1, 1. Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, Gilles Allozy, MP Étoile Charlemagne. Ce soir, nous allons évoquer une petite leçon introductive à la diffusion thermique, qui est la diffusion privilégiée dans le programme des classes préparatoires aux grandes écoles. Et nous allons évoquer la question de la marche au hasard. En plus, ça fait un lien avec le cours de mathématiques, puisqu'on va partir d'une loi binomiale. Et on va voir que on peut retrouver un profil gaussien au cours du temps, ce qui va être la solution, disons, qui approche le mouvement d'une particule qui, à l'instant t égale 0, est localisée avec certitude en x égale 0, et qui, sous l'effet d'un processus de diffusion isotrope, va se déplacer suivant l'axe des x. Donc nous nous concentrerons exclusivement sur un problème unidimensionnel. Voilà un petit peu ce que nous allons faire. Alors donc pour cela, donc nous allons parler de marche au hasard à une dimension. C'est le titre que je vous propose de donner. Donc marche au hasard à une dimension. Bon. Voilà, et donc on va poser le problème, décrire un petit peu la vision probabiliste qu'on va avoir d'un problème de ce type. Donc je vais disparaître de l'écran. C'est pas la peine de figurer en permanence. Je reviendrai vers vous pour introduire les paragraphes qui nécessitent des commentaires particuliers, si vous voulez bien. Voilà. Donc on va poser le problème, position du problème. Position du problème. Alors, en fait, on va considérer une particule. Donc une particule qui va se déplacer sur un axe que je vais dessiner ici. Voilà. Et donc je vais appeler x le déplacement, enfin une abscisse sur cet axe. Et donc on va le graduer en longueurs égales ici. Et ces longueurs égales, on va les noter petit l. Voilà. Et donc on va pouvoir comme ça incrémenter les différentes abscisses à partir d'une origine vers la droite ou vers la gauche. Donc par exemple cette abscisse là on va la noter xn. Celle-là on va la noter xn plus m, pardon, xm plus 1. Ici xm-1, etc. Donc en fait, ça veut dire qu'en clair, on a xm, x appartient à xm égale ml pour m appartenant à z. Voilà. Bon, alors, on va en profiter pour introduire une abscisse réduite. Donc, abscisse réduite.
qu'on va noter x tilde égale x sur L. X sur L. Donc, voilà. Et donc, en fait, x tilde appartient. Donc, ça veut dire que x tilde appartient à M. M appartient à Z, c'est-à-dire qu'en fait, x tilde est un entier relatif. Donc ça, c'est l'abscisse réduite. Bon, alors, donc, on envisage un axe des X donc, décomposé en intervalle de longueur égale L, intervalle consécutif de longueur égale à L. Et par ailleurs, on va introduire un tantôt, et ensuite on va voir ce qu'on va faire de ces paramètres. Donc, introduisons une durée taux et les instants ben, t appartenant. Donc là aussi on va envisager des durées. Donc on prépare un petit peu la suite. Hein. T appartenant à Tn égale n taux, où cette fois on va prendre n appartient à n. Voilà. Donc même démarche, on va introduire un temps réduit. Donc introduisons des temps réduits. Un temps réduit qui va être simplement, je vais simplement décaler cette fenêtre. Le temps réduit, on va le noter T tilde. Égale T sur taux. Et donc ce temps réduit défini de la même manière. Un petit peu remonter la fenêtre ici. Ça veut dire que T tilde appartient à N, ou N appartient à N, donc autrement dit c'est un entier positif. Bon, donc on va se rendre à la page suivante, et maintenant on va poser le problème, de la marche au hasard unidimensionnelle. Donc ici c'est taux. Hein. Voilà, c'est cette chose-là. Bon, je reviens vers vous. Bien, alors donc, en fait, on va imaginer maintenant une particule. Et une particule dont on ne va pas savoir ce qu'elle fait, on aura simplement des probabilités relatives à son comportement. Alors, on va distinguer au préalable deux types de problèmes. Le premier problème, ça va être un problème pour lequel les conditions initiales ne sont pas connues. Et ça fait penser à l'étude d'une particule dans un champ de force. On cherche à établir une équation différentielle. Et une fois discrétisée, par exemple par une méthode de type méthode de différence finie, ça donne une relation de récurrence entre les positions de la particule aux différents instants en incrémentant la durée en durées égales, par exemple. Donc l'équivalent de notre tantôt. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Alors en fait, on a besoin de savoir ensuite
comment la particule va avancer. Donc il faut savoir comment elle se déplace sur l'axe des X. Donc en mécanique, c'est la force qui va permettre, par l'intermédiaire de la variation de quantité de mouvement entre t plus dt, et f de t dt va nous donner la variation de la quantité de mouvement. Donc ça, c'est un petit peu ce qui provoque un déplacement, sauf que ce déplacement est connu connaissant la force. Ici, on va avoir une démarche différente, on va avoir une probabilité de trouver la particule à un endroit donné, sachant qu'elle était à d'autres endroits. Alors, on va maintenant caractériser plus précisément le modèle, ici, de la façon suivante. Alors, on envisage une particule P, qui est soumise aux contraintes suivantes. Alors ces contraintes suivantes, elles sont de plusieurs natures, donc on va les détailler ici. Alors, la première contrainte, ça va être que elle occupe des abscisses réduites X entières. Voilà, conformément des abscisses X égale M entière. Donc M appartenant à Z. C'est-à-dire que M appartient à Z. Voilà. Et par ailleurs, eh bien, elle fait un saut de longueur N, de longueur L, pendant une durée tôt. Autrement dit, le fait qu'elle reste immobile, par exemple, n'est pas une option dans ce modèle. Alors, on va définir ce qu'on appelle des probabilités de transition. Donc, elle fait un pas vers la droite avec une probabilité notée P+, fixée, donc indépendante de son histoire. C'est-à-dire c'est un processus absolument sans mémoire. Hein. Chaque fois, elle fait une probabilité notée P+. Et elle fait un pas vers la gauche avec une probabilité notée P-, indépendante de son histoire. Donc c'est des processus sans aucune mémoire. Hein. Et donc, indépendante de son histoire, et c'est les seules possibilités qu'elle peut avoir. C'est-à-dire, à une abscisse réduite entière donnée, eh bien, pendant une durée réduite égale à 1, elle va soit vers la droite avec la probabilité P+, soit vers la gauche avec la probabilité P-. Voilà. Donc, eh bien, P+, et P- sont appelés probabilité de
transition. Probabilité de transition, parce qu'elles indiquent comment la particule va passer d'une abscisse à une autre. Donc en l'occurrence, elle ne peut passer qu'à son abscisse voisine. Bien. Alors, maintenant, je peux de nouveau disparaître. On va chercher des liens. Un lien évident entre ces deux probabilités. Eh bien, on a alors, aller à droite ou à gauche, on appelle ça la complémentarité. Hein. L'événement, la particule va à droite et va à gauche, c'est les seules possibilités qu'elle a. Ces deux possibilités s'excluent l'une de l'autre, hein. Soit elle va à droite, soit elle va à gauche. Ces deux événements sont complémentaires. Donc, on a complémentarité, si vous voulez. P plus P moins est égal à 1. Voilà, une formule assez facile à comprendre. Bien, ça c'est la complémentarité. Maintenant, on va introduire une autre probabilité qui est cette fois différente. On va introduire la probabilité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que fait la particule puisqu'elle a une probabilité d'aller à droite ou à gauche, même si on connaît ses conditions initiales, même si on connaît sa position. On ne sait pas ce qui va lui arriver, on a juste une probabilité via des processus en mémoire. Alors donc, du coup, on va introduire la probabilité xm tn donne p de xm tn. Notez p m n. Voilà, ça sera plus simple que p soit localisé en x égale xn, xm, pardon, en x égale xm, à l'instant tn égale n taux. Voilà. Soit localisé, je vais essayer de mieux écrire parce que c'est vraiment pas terrible. Localisé. Voilà. Bon. Et donc on va rechercher une relation de récurrence sur la fonction discrète que je vais désormais noter. Mn donne Pmn, puisque ça c'est l'abscisse réduite et ça c'est le temps réduit. Bon, et pour ça, il suffit de faire un dessin et de bien considérer les probabilités qui sont offertes à la particule. Alors, donc, voilà, revenons un petit peu à notre discussion précédente ici. Je suis un petit peu perdu là ici. Voilà. Donc, en fait, si on est à l'abscisse xm ici, ici l'abscisse xm plus 1, ici l'abscisse xm moins 1, eh bien, il y a deux possibilités pour parvenir. Voilà, on s'intéresse à P, M, N plus 1.
C'est-à-dire la probabilité qu'à l'instant réduit n plus 1, elle se trouve à la cote m. Bon, ben, il y a deux possibilités, et deux seulement, en fonction de l'endroit où elle se situait à l'instant précédent. Donc, hop, ici, on a deux possibilités. Soit elle est venue de l'abscisse voisine ici, puisqu'elle ne peut faire que des sauts de longueur L pendant une durée tau, soit elle est venue de là. Voilà. Et donc là, elle y est venue avec une probabilité P+, et ici, elle y est venue avec une probabilité P-. Et donc, on a donc l'équation maîtresse, donc on appelle ça l'équation maîtresse, qui est cette fameuse relation de récurrence ici. Voilà. Qui est, donc je l'écris directement en fait, P M n plus 1. C'est donc la probabilité que venant de x-1, elle se dirige vers xm. Donc ça se fait avec une probabilité de transition P+, P de M n. Et la probabilité, l'autre façon de venir en xm à l'instant n plus 1, enfin ça réduit n plus 1, c'est de venir du xm plus 1 excusez-moi. L'autre possibilité, c'est de venir de l'abscisse xm plus 1 ici et d'atterrir, si j'ose dire, en xm. Donc ça, c'est plus P moins P m plus 1 n. Donc on peut souligner cette équation-là, qui dans notre cas est très simple, vu le modèle à envisager, mais enfin on peut imaginer des situations où la particule pourrait faire des sauts de longueur de zèle, et éventuellement avec d'autres probabilités de transition. On pourrait même envisager que la longueur L ne soit pas la même, et même envisager que la longueur L, même l'instant taux, soient considérés eux-mêmes comme des variables aléatoires avec une certaine loi de probabilité. On peut tout imaginer et sophistiquer le modèle suivant les besoins. Donc ici, on en reste au cas qui nous intéresse. Voilà. Bon, alors donc cette fameuse équation maîtresse, ici c'est la relation de récurrence dont on avait besoin. Et on va voir qu'elle conduit à une équation de type diffusion. On va pour l'instant envisager que P+ et P-, qui sont donc dans leur somme vaut 1, peuvent être différentes. C'est pas un problème. Donc on va maintenant passer à une vision continue. Donc modèle continu, on va appeler cela. On va expliquer pourquoi. Donc, approximation des milieux continus, je vais le désigner ainsi. Hein. Voilà. Donc, deuxièmement, approximation des milieux continus. Voilà. Bien, alors en fait, ce qu'on va imaginer, c'est que on va pas rentrer dans la construction précise de ce qu'on va faire maintenant, mais par exemple, si on imagine un fluide dans lequel il y a de nombreuses particules microscopiques et que justement ces transitions sont liées à des chocs, par exemple, en fait, on va avoir un grand nombre de particules et on va pouvoir définir une probabilité qu'une particule d'abscisse X à l'instant T. Voilà, on va s'intéresser à cette probabilité, pardon, parce qu'on va se dire qu'il y a tellement de particules que de toute façon, à l'abscisse X, on en trouvera toujours une qui est aussi voisine que l'on veut de cette abscisse-là.
à un instant aussi voisin que l'on veut de l'instant t en question. Donc en fait, on va construire une fonction je vais l'appeler lisse. Alors lisse, ça veut dire c'est infini, hein, pour une fonction d'une seule variable. Bon, mais en fait qui va envelopper, qui enveloppe la fonction discrète xm tn donne p de xm tn. Bon, on rentre pas dans le détail, mais en gros, si on fait une espèce d'histogramme, ici, ça voudrait dire que on pourrait représenter la probabilité en question par des segments, hein. Donc, je sais pas moi, quelque chose comme ça. Donc, toujours pareil, on va incrémenter ici bon, on pourrait imaginer par exemple qu'on représente la fonction prenons l'origine ici par exemple, voilà. Bon, elle ne veut pas se déplacer, on va l'aider un peu, hop. Voilà, je tombe par exemple sur l'origine ici. Bon, peu importe. Et donc, ici, je vais m'intéresser donc à la fonction p de x t, mais en réalité, au départ, elle est définie que pour des abscisses discrètes et des temps discrets. Donc en fait, ici, je vais représenter par exemple à l'instant t égale tn. Et je suppose par exemple que, je sais pas moi, voilà par exemple ce que vaut la probabilité. Je représente par un segment, qu'elle soit là, qu'elle soit là, qu'elle soit là. Donc je dispose de la fonction discrète que je représente comme ça par exemple. Je peux d'ailleurs poursuivre des abscisses négatives. Voilà. Donc c'est un petit peu long à dessiner. Donc ça, ce serait donc 0, L, 2L, moins L, 3L, etc. Hein. Bon. Et donc, en fait, on va imaginer que si on va supposer que dans l'approximation des milieux continus, en fait, on va dire que L, on sait qu'il existe, mais on ne le voit pas. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est une espèce de continuum, un petit peu comme un solide dont on sait très bien qu'il est constitué d'atomes, mais les atomes, on ne les voit pas. Et donc, en fait, on va faire une espèce d'approche ici. On va imaginer, on va supposer, donc je vais peut-être aussi disparaître, pour voilà. On va supposer que l'approximation des milieux continus est validée si en fait pardon. Je vais vraiment essayer d'écrire mieux parce que là ça commence à devenir on va dire grave. Bon. L'approximation des milieux continus
est validé si, quel que soit n appartenant à n, disons, eh bien, on a la condition suivante, c'est-à-dire que en valeur absolue, P de xm xm plus 1, pardon, xm plus 1, tn moins P de xm tn est très petit devant P de xm tn, c'est-à-dire qu'en fait, à t fixé, justement, on est un petit peu dans ce cas-là, dans le schéma, là, involontairement, à t fixé, hein, à t égale tn fixé, eh bien, la probabilité varie peu, hein, je dirais, d'un point discret, enfin, d'une abscisse réduite entière à celle qui est consécutive. Voilà. C'est-à-dire que, et donc du coup on va essayer d'approcher, alors je dirais à la main, on va pas expliquer comment, mais bon, par exemple les courbes de Bézier sont utilisées pour faire du dessin avec un peu le même genre d'idée, passer par des échantillons, hein. Et donc voilà, on va essayer de construire une fonction qui, elle, est prolongée partout. Voilà. Donc cette fonction-là, on va l'appeler justement P de x et de t. Cette fonction-là, elle sera définie partout, et donc on va supposer que P est au moins C2 et C2, C1. Donc en fait, on construit une fonction qui va de R plus qui est à valeur donc dans 0, 1, et qui à xt associe P de x et de t, avec évidemment la contrainte que P de xm tn, voilà, est égal à P de mn qu'on a défini tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'elle passe par les échantillons, en clair. Hein. Voilà. Elle passe par les échantillons. Bon, mais évidemment, on va objecter qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Par exemple, je pourrais osciller tant que je veux. En fait, je peux faire ce que je veux entre les deux. Simplement, je vois bien que lorsque elle diminue, eh bien, la fonction va osciller de façon très violente au fur et à mesure que si jamais je fais des oscillations ici entre 0 et L, c'est-à-dire si je ne choisis pas un chemin un petit peu direct, on va avoir de fortes oscillations à ces fonctions. Là, je prends une fonction, je dirais, qui enveloppe de manière la plus lisse possible, on va dire, ces échantillons. C'est une phrase qui ne veut strictement rien dire. Mais encore une fois, pensez aux courbes de Bézier, hein, donc, qui sont C2, je crois, mais qui ne sont pas C3, et qui permettent de passer par des échantillons. On a l'impression d'avoir fait un trait du même type que celui que je viens de faire là, donc dans les logiciels de dessin. Voilà un petit peu l'idée. Alors, on va chercher, du coup, une équation en dérivée partielle sur cette fonction. En admettant, donc, puisqu'il y a une proximité ici de ce type-là, on peut également, on va également supposer que on a une relation du même genre pour les temps, c'est-à-dire qu'on peut considérer que P de xm, cette fois à on peut considérer que P de xm tn plus 1 moins P de xm tn est également très petit devant P xm tn. Alors évidemment, de manière générale, hein, là aussi on va dire oui, mais si la fonction P vaut 0, ça va être un petit peu dur. Mais bon, c'est une tendance générale si vous voulez, hein, de la même manière. Bon, et ben on va pouvoir faire un DL
de P au voisinage de x égale xm, t égale tn. Et donc, on aura ici, en faisant un développement de Taylor, P de x m plus 1 tn, par exemple, qui va s'écrire P de xm tn plus taux des ronds P sur des ronds x, xmtn. Alors évidemment, cette fonction-là n'a de sens que pour la fonction prolongée, là, hein. Puisqu'il faut pouvoir définir une dérivée. Et donc, on va aller jusqu'à l'ordre, éventuellement jusqu'à l'ordre suivant. Bon, ici, en fait, on va voir que on aura besoin que du premier ordre ici. Donc si je veux être un petit peu rigoureux, je vais dire petit taux du taux. Bon. Alors, il y a une faute ici, pardon. J'ai commencé par faire un développement limité un petit peu différent. C'est-à-dire vis-à-vis de t, en fait. Pxm, t, n plus 1. Voilà. Et de la même manière, on va faire un développement limité spatial cette fois. Et donc, on va avoir P de xm plus 1 tn égale, et cette fois, on va aller à l'ordre 2. On va voir pourquoi. Donc, c'est P de xm tn plus L dérompé sur dx en xm tn plus L carré sur 2 d de p sur dx2 en xm tn plus un petit taux de L2. Bon, et on peut faire la même chose, c'est pas la peine de le réécrire ici. Si xm reçoit moins xm, ici on retrouve facilement le résultat. C'est pas la peine de le réécrire. Donc ici c'est plus. Autrement dit, elle reçoit moins L, hein, formellement. Plus. Voilà. Et ici, c'est la même chose. Et donc l'équation maîtresse, voilà, l'équation maîtresse s'écrit. Du coup, en faisant un développement limité, donc je ne la réécris pas, il suffit de regarder auparavant quelle était cette équation. La voici. Bon, on va faire des développements limités. Alors ici, on va faire un développement limité à l'ordre 1 en taux et à l'ordre 2 en L. Donc on va avoir donc P. Alors je vais prendre des notations condensées là ici aussi, hein. Donc on va avoir P M N plus taux dérompé sur dt. Donc en xm tn est égal à, alors donc est égal à, on a dit P plus donc P de xm tn plus L dérompé sur dx xm tn plus L carré sur 2 d de P sur dx2 xm tn, voilà, égal. C'est vraiment pas joli. Là, j'ai décalé. Bon, ça fait rien. On va s'en contenter. Je suis désolé. Plus. Donc, plus. P moins. P xm tn. Moins L. Dérompé sur des ronds x. xm tn. Plus L carré
sur 2, D de P sur dx2, xm, tn. Bon, je laisse tomber les petits taux. Alors, on a P plus moins P moins, on a P plus moins P moins égale 1 ici, donc on va remarquer que ici on a P plus moins P moins, donc ça veut dire qu'en fait, ce terme, on s'en doute, hein, si L égale 0 et Taux égale 0 formellement, on doit retrouver une trivialité. Donc, du coup, en fait, on va avoir ici, utiliser cette couleur par exemple, on va pouvoir simplifier ce terme-là ici. Bon, alors, qu'est-ce qui reste? Il nous reste ça. Il nous reste ça. Donc, on va basculer de la manière suivante. Ici. Donc, il me restera cette place-là pour l'écrire. Donc, taux dérompé sur dt. Alors désormais, je vais aller un petit peu plus vite dans les notations aussi. Les dérivées partielles sont prises au point xmtn. Donc, voilà. Plus, alors, donc, P plus, donc ici, encore une autre faute, on va la corriger. Donc ici, on vient de là, pour P+, on vient de la gauche. Donc si on vient de la gauche, on vient de xm-1 ici. Donc on va corriger cette horreur. Voilà. Et on va corriger cette horreur aussi. Donc c'est moins. Et là, c'est plus. Voilà. Et donc j'en déduis plus, alors P plus moins P moins. L dérompé sur d rond x. Et donc le terme qui nous manque d'ordre 2, là, ici, c'est donc L carré P plus P moins. Donc lui, P plus P moins égale 1, donc on va écrire plus L carré sur 2 D de P sur dx2. Voilà. Donc voilà comment a été transformée l'équation précédente. Alors l'idée étant qu'un milieu continu, de toute façon, à x était fixé, on trouvera des xn et des xm et des tn qui sont aussi proches qu'on veut de x et t, parce que, encore une fois, on sait que L et taux existent, mais on ne les voit pas. Hein. On ne les voit pas, on sait juste qu'ils existent. Donc, bon, c'est pour ça qu'on a une description de type milieu continu, donc je n'insiste pas là-dessus. Et ça, on va l'écrire de façon un peu canonique, en divisant tout par taux. Et donc, ça va nous donner... Donc, ça va nous donner le bilan suivant. Donc, le bilan qui ressort de cette approximation des milieux continus, on va le donner maintenant, et on va surtout le commenter. Alors, donc, bilan. Bilan. Ben, le bilan, c'est le suivant. Donc, on va avoir un joli résultat ici qu'on va commenter. Donc, dp sur dt plus v dp sur dx est égal à d de p sur dx2. Alors ça, on peut l'encadrer, c'est important. C'est le résultat de notre étude, ici. Alors si on pouvait l'écrire bien, ce serait formidable. Voilà. Voilà. Alors, avec V qui est égal à P plus moins P moins fois L sur taux.
V. Pardon, j'ai un petit peu décalé. On va souligner ici. Voilà. Et puis, un autre coefficient ici, D. Égale L carré sur 2 taux. Hop, pardon. Classique, ça aussi, d'erreur. D égale L carré sur 2 taux. Alors ça, on pourrait l'appeler, on va lui donner un nom. Donc ça, on peut appeler ça une vitesse de dérive. Une vitesse de dérive. Et ça, on va lui donner un nom également. On va l'appeler coefficient de diffusion. Coefficient de diffusion. Alors, voilà. Bon, alors cette équation d'irré partielle, elle est... On va faire un certain nombre de commentaires. Alors, donc, du coup, en particulier, quelle est la signification de V, là, ici? Donc, signification de V, elle s'appelle pas vitesse dérive pour rien. Eh bien, en fait, on pourrait écrire les choses autrement. On pourrait écrire, on voit apparaître ici un opérateur. Alors, c'est navrant que je l'ai appelé, il porte le même nom, mais bon, voilà, quand on fait la mécanique des fluides, on connaît cet opérateur. On peut écrire le résultat sous la forme dp sur dt égale d de p sur dx2. Et ça, c'est un opérateur bien connu en hydrodynamique. Où D est égal à D sur dt plus V d sur dx. Et l'opérateur dérivé particulière. L'opérateur dérivé particulière. Alors cet opérateur, en fait, il est adapté à ce qu'on appelle des champs, c'est-à-dire des fonctions qui sont définies, des fonctions de x et de t, où x et t sont des variables indépendantes. En fait, grand dp sur dt, c'est la dérivée perçue par une particule. Quand elle se déplace, qui se déplacerait à la vitesse v. C'est-à-dire que si une particule se déplaçait à la vitesse macroscopique v, ou à vitesse moyenne v, c'est la dérivée qu'elle verrait. Parce que pour elle, la dérivée, c'est toujours une fonction qui dépend que du temps, à l'endroit où elle est. Or, elle n'est jamais au même endroit, elle bouge. Donc voilà un petit peu, en gros, quand on fait l'hydrodynamique, on reconnaît tout de suite cet opérateur. Bon, alors nous, on n'a pas forcément besoin de ça, parce que l'expression donne une idée. L'expression d'une idée, c'est que L sur taux, je ne sais pas comment l'appeler, il faut pas, du coup je ne vais pas l'appeler V, mais L sur taux, que signifie L sur taux? En fait, L sur taux est la vitesse en norme de la particule qui fait un pas. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, L sur taux, on a dit que tous les pas étaient de longueur L et s'effectuaient pendant une durée taux.
Donc, et donc, ensuite, il suffit d'interpréter ce que c'est que P plus moins P moins. P plus, c'est la probabilité qu'elle aille à droite, P moins la probabilité. Donc, en fait, V, c'est une vitesse moyenne. D'accord? V est une vitesse moyenne. C'est-à-dire que V, en fait, s'écrit V est la vitesse moyenne de la particule, c'est-à-dire une espérance de la vitesse selon plus de x, avec une espérance voilà. En termes de probabilité, c'est donc une espérance. Donc vitesse moyenne si on préfère. Voilà, donc on comprend que du fait que les probabilités ne soient pas les mêmes, eh bien il y a un effet de dérive, disons. Hein. Donc en fait on peut imaginer... en fait on peut imaginer... en fait, on peut imaginer un processus avec un petit peu comme un bateau et puis une particule qui irait à droite ou à gauche par rapport au bateau. Et donc, s'il y a une dérive, elle se déplace, petit à petit, elle se déplace, malgré tout, en moyenne vers la droite. Bon, donc, voilà un petit peu l'idée. Bon, alors maintenant, on va traiter le cas particulier. Du coup, on a compris l'influence de grand V. On va se placer maintenant dans le cas isotrope. Donc, troisièmement, cas isotrope. Alors, diffusion isotrope à une dimension. Diffusion isotrope à une dimension. Pardon. Donc, je vais essayer d'écrire mieux. Voilà. Et on tombe donc sur une équation qui est très très importante. Ici, que je vais récupérer. En fait, je vais copier celle-là. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Et puis, on va tout bêtement la simplifier. Voilà. Et bien, en fait, on va prendre la gomme et remarquer que si on a P plus égale P moins, c'est que P plus égale P moins égale un demi. Donc ça correspond au cas isotrope qui correspond voilà, qui, on va y arriver, oui, au cas isotrope, c'est-à-dire le cas isotrope, c'est P plus égale P moins égale un demi. Voilà. Et alors, pour avoir le cas isotrope, bah, on va simplifier ce qui convient de simplifier. On prend la gomme, ici. Voilà. Et on va donc simplifier ce terme-là, puisque V est égal à 0 dans le cas isotrope. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de diffusion à une dimension. Voilà.
voilà. Voilà le cas isotrope. Eh bien ça, on va l'appeler D1 ici, celle-là. Cette équation, on va l'appeler D1. Voilà, et D1 s'appelle l'équation de diffusion à une dimension. Équation de diffusion à une dimension. Voilà, alors, cette équation, remarque, c'est un processus irréversible. Donc D1, elle correspond à un processus irréversible. Elle correspond à un processus irréversible. Ça, c'est le point essentiel. Mais alors, bon, sans formalisme aucun, je dirais que ça va de soi. Ça va de soi parce que si on se remémore l'historique de tout ça, ça fait bien longtemps que c'est un processus irréversible. Puisqu'en fait, on a fait des développements limités, au fond, sur un processus qui était caractérisé par une probabilité, une particule, déjà on ne sait pas ce qu'elle fait, elle va à droite ou à gauche avec une probabilité P plus et P moins. Et il est important de souligner ici que... il est important de souligner que P plus et P moins sont des constantes qui sont indépendantes de l'histoire de la particule. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme au loto, à chaque tirage, c'est un tirage aléatoire, à chaque tirage, eh bien, on recommence comme avant, et la probabilité d'avoir la même combinaison que la veille est la même que n'importe quelle autre combinaison. Voilà, c'est pour ça que c'est un tirage aléatoire. Hein. Bon. Et donc, voilà un petit peu l'irréversibilité, elle est, je dirais, elle est d'origine, on va dire. Elle est profondément irréversible. Alors, on peut donner une autre justification un peu plus technique. Donc, remarque, c'est souvent celle-là qui est privilégiée. Donc, irréversibilité d'un point de vue technique. Si F est solution de D1, alors G défini par quel que soit X appartenant à R, quel que soit T appartenant à R plus G de X et de T égale F de X moins T n'est pas solution de D1. N'est pas solution de D1. Voilà. Donc F est solution de D1. Et donc on se dit, si T reçoit moins T, hein, ça revient à dire qu'on cherche à savoir finalement si... On cherche à savoir si finalement, si on déroulait un film à l'envers de ce que l'on observe à l'occasion d'une marche au hasard décrite par l'équation de diffusion ici, si on remontait le film à l'envers, est-ce qu'on pourrait l'observer? C'est ça l'idée, c'est est-ce que je pourrais voir le film à l'envers en fait. Donc par exemple un liquide
dans lequel on place un colorant. Ce colorant se disperse dans toute la solution. Et je filme à l'envers, donc on voit, quand on visionne le film à l'envers, on voit la couleur se concentrer sur la goutte initiale. Bon, ça, c'est en repassant le film à l'envers. Donc l'idée, c'est est-ce que dans la réalité, je verrai ce film-là, je pourrais le voir dans la réalité? Et la réponse est non. Et la réponse est non. Par cette propriété mathématique ici, c'est-à-dire que la fonction g qui revient à ce qu'on appelle le renversement des temps n'est pas solution de l'équation de diffusion. Et donc, ça c'est une différence, importante avec d'autres processus qui est par exemple les processus dans une onde élastique transversale de faible amplitude, soyons un petit peu complets, dans une corde tendue avec la tension T0 et une masse linéique mu0, on a D2 de Y sur DX2 moins 1 sur C carré D2Y sur DT2 avec C égale racine de T0 sur mu0. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'équation de D'Alembert à une dimension. Donc on va l'appeler E1. Eh bien, au contraire, ici, si f est solution de E1, G l'est aussi. Alors, voyons, essayons de comprendre pourquoi. Pour la même raison, c'est-à-dire que de la même manière, si on prend des ondes dans une corde comme ça, voilà, et qu'on filme à l'envers, par exemple une onde progressive, ou prenons par exemple je sais pas, on perturbe la corde pendant une petite durée, donc on a une sorte de petit signal, enfin d'élongation localisée qui se propage. Donc filmons-le à l'envers. Si on le filme à l'envers, ça donne ça. Et la question est de savoir si ce qu'on voit quand on visionne le film à l'envers pourrait exister dans la réalité. La réponse est oui, il suffit que l'onde se propage dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qu'on va voir en visionnant le film à l'envers d'une corde, c'est quelque chose de tout à fait possible. C'est le paquet d'ondes, disons, localisé qui va dans le sens direct, qui va se déplacer dans le sens indirect, dans le sens opposé à l'axe des X. Donc voilà une grande différence avec l'équation de D'Alembert. Et donc c'est la marque dans le cadre de l'équation de D'Alembert d'un phénomène irréversible. Voilà. Bien, donc nous allons terminer cette première vidéo donc avec des généralités sur la marche au hasard qui a conduit donc à une équation importante, en particulier dans le cas isotrope, qui est l'équation de D'Alembert, l'équation de diffusion à une dimension, qui justement se distingue de l'équation de diffusion de l'équation d'Alembert. Alors on dit souvent, mais oui, mais c'est parce que ici, on voit bien que c'est irréversible, parce que ici il y a D2 sur DT2. Tandis que pour l'équation de diffusion, il y a D sur DT, certes. Mais il faut bien comprendre que le caractère irréversible de l'équation de diffusion, et qui lui est imparable, c'est la construction même du modèle de marche au hasard et je dirais le développement limité qui a suivi, qui est purement technique, et qui n'a donc pas privé le phénomène de son caractère parfaitement imprévisible, puisque au départ, comme il a été dit précédemment, eh bien on définit les probabilités de transition qui sont des constantes et qui donc oublient complètement ce qui s'est passé avant.
Et donc l'irréversibilité, elle est là. Alors je passe pour des raisons sociales évidentes. Comment dirais-je, une idéologie assez simple de la marche au hasard, c'est l'image de l'ivresse où effectivement on sait plus, on fait un pas à droite ou à gauche sans savoir ce qu'on a fait le pas d'avant. C'est pour ça qu'on voit souvent une représentation de la marche au hasard par un personnage qui serait ivre et qui saurait pas où il va. Voilà, je vous laisse méditer sur cette image qu'il vaut mieux se contenter d'imaginer pour des raisons qu'il n'est pas nécessaire de développer. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, donc on va terminer cette vidéo ici. Une prochaine vidéo sera beaucoup plus technique cette fois. Elle sera consacrée à un problème de marche au hasard avec une condition initiale donnée. Ici, on a, à l'image du principe fondamental dynamique, une équation qui relie, qui donne l'évolution de la fonction P. On va faire un petit peu comme ce qu'on fait en mécanique ensuite, c'est-à-dire qu'en mécanique, non seulement on a le principe fondamental dynamique, mais on cherche à le résoudre avec des conditions initiales données. Eh bien, on va faire la même chose pour l'équation de diffusion, on cherchera à la résoudre dans le cas où on sait où la particule se trouve à l'instant t égale 0, donc typiquement on choisit de la prendre à x égale 0 avec certitude. Elle part de x égale 0 à l'instant t égale 0, on aura une résolution sans passer par l'équation dérivée partielle, l'équation de diffusion. On pourra trouver une résolution du problème discret initial par une loi binomiale qui pourra être développée pour donner un résultat qu'on pourra d'ailleurs interpréter dans l'approximation des milieux continus directement à partir de l'équation de diffusion. Ça, ce sera donc une vidéo beaucoup plus technique et qui peut être intéressante si on veut aller un petit peu plus loin dans cette introduction. Voilà, j'ai également omis, comme je l'ai dit initialement, des problèmes multidimensionnels où on a des propriétés liées à la dimension en termes de probabilité d'exploration de tel ou tel point au bout d'un temps très long. Et donc on se ramènera, on étudiera pour ce qui nous concerne un problème uniquement unidimensionnel pour la marche au hasard avec conditions initiales. Voilà, merci beaucoup. Passez une bonne soirée, mesdemoiselles et messieurs. Et voilà, je vous dis merci et merci de votre écoute et à bientôt.